« Nous sommes si fiers de toi, Belleforce, » dit la femme. Et l'homme a ajouté que Sa Majesté l'appelait le brillant magicien du siècle. Le gars les a remerciés et a dit que c'était grâce à eux et a demandé si Léa était venue. Un instant plus tard, une fille est apparue et a demandé pardon à tout le monde pour son retard. La femme a demandé à Léa de regarder la table, qui était jonchée de lettres avec des propositions de mariage pour la journée. L'homme a demandé à Léa si elle aimait quelqu'un. La jeune fille répondit à son père qu'elle comprenait la nécessité d'avoir un héritier, puisque Belle commencerait à étudier dans la tour magique. Elle a promis d'essayer de choisir quelqu'un le plus tôt possible. Son père a dit qu'elle n'était pas obligée de se marier et de donner naissance à un héritier. Il a suggéré que son frère, Balforce, abandonnerait un jour l'idée de devenir magicien et déciderait de se marier. Le gaz a répondu que c'était peu probable, mais que tout était possible. Et il a ajouté qu'il aimerait inventer un dispositif magique qui lui permettrait de conserver le mana du magicien après la naissance de son enfant. Léa pensait que leurs parents avaient l'air si heureux. Après tout, ils attendaient leur 3e enfant. Elle-même n'était pas contre le fait de fonder une famille. Cependant, tard dans la soirée, quelque chose de terrible s'est produit. La voiture de leurs parents s'est envolée d'une falaise et ils ont été tués. Léa pensait qu'elle sentait que cela allait arriver. Lors des funérailles, Léa et Belle ont entendu des gens parler d'eux. Apparemment, ils ont eu un accident. Leur fils est un magicien, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'héritier. Qu'est-ce qui va leur arriver? Oui, et en plus, la famille risque de perdre sa place au Conseil des 12. Apparemment, le titre de marquis sera transféré à quelqu'un d'autre. Belle était très en colère contre ces commérages. Mais Léa l'a arrêté et l'a calmé, ajoutant qu'il ne ferait que leur donner une raison pour de nouveaux commérages. Le gars a dit à sa sœur qu'il deviendrait le chef de famille. Mais elle lui rappelait à quel point ses parents étaient fiers de son potentiel magique. « Je deviendrai le chef de famille », dit Léa d'un ton décisif. Lors d'un conseil avec l'empereur, ils discutèrent du fait qu'une femme étant marquise était impardonnable et qu'ils devraient la forcer à renoncer au titre de marquis. Et c'est son futur mari qui devrait recevoir le titre, pas elle. L'archiduc de l'Empire a déclaré que le Conseil des 12 était composé des nobles les plus hauts gradés. Le reste des nations commenceront à se moquer de l'Empire à cause de la marquise. Léa a dit qu'elle le prouverait. Après tout, il existe une loi qui stipule qu'une femme peut recevoir un titre si elle prouve qu'elle en est digne. Alors elle le fera et héritera du titre. Sa Majesté a demandé à la jeune fille comment elle prouverait cela. Léa a répondu qu'elle le prouverait avec son épée. Après tout, elle a appris à tirer avec son père, un chevalier. L'archiduc Jean Ralland a plaisanté à ce sujet en disant que la dame considérait l'épée comme une décoration ordinaire. Léa a répondu qu'avec l'aide de cette décoration, elle pourrait facilement le mettre à genoux. « Milady, votre esprit à lui seul est déjà bien plus fort que celui de l'archiduc », dit le prince de l'Empire Cain Rallan en souriant à Lia. Il a demandé à l'empereur « N'est-ce pas intéressant ?» La dame saura-t-elle mettre l'archiduc à genoux avec sa décoration? Si elle bat l'archiduc, alors tout le monde dans l'Empire comprendra qu'elle mérite ce titre. Jean était indigné. Il pensait que ce n'était pas l'endroit pour une femme marquise. Et Cain a demandé à son frère s'il n'était pas capable de vaincre une femme. L'archiduc accepta, mais sous condition. S'il perd, il acceptera que Lady Deville mérite le titre. Mais s'il gagne, elle doit alors épouser l'homme choisi par le conseil. Il a rappelé que les magiciens perdent leur capacité et deviennent des gens ordinaires après la naissance d'un enfant. Et si Lady Deville perd, Balforce deviendra le nouveau marquis. Et puis ils perdront le talent de toute la nation. Jean demande à l'empereur si le conseil ne souhaite pas préserver une ressource humaine aussi précieuse. Sa Majesté a félicité l'archiduc pour cette merveilleuse idée. Le prince Cain a déclaré que le duc Faril était absent aujourd'hui et a demandé si la question devait être discutée avec lui. L'empereur demanda au prince s'il y avait réellement des choses dans cet empire qui dépassaient sa compétence. Et il a demandé à Lady Deville si elle était d'accord avec les conditions. Léa a remercié Sa Majesté et a déclaré qu'elle acceptait ces conditions quoi qu'il arrive. Après tout, elle doit protéger ce qui reste de sa famille. Léa attrapa son épée avec une pierre verte dans la poignée et ils s'affrontèrent. Jean a été surpris par ses talents de combattante et l'a qualifiée de plus expérimentée que la plupart des enfants nobles. Cependant, l'archiduc était plus fort. Et d'un mouvement brusque, il coupa son épée en deux. Il a ajouté que c'est désormais véritablement sa décoration. L'empereur demanda à quitter la bataille et déclara que, selon l'accord, Lady Deville ne pouvait pas prétendre au titre de marquis. Mais Léa interrompit Sa Majesté et lui dit que la bataille n'était pas encore terminée. La jeune fille prit son épée à la main, et la pierre sur la poignée commença à briller. L'archiduc cria avec indignation qu'elle utilisait son aura,
et Léa prit la pose et exigea de continuer leur combat. L'Empire Rallan est un lieu où le pouvoir magique a été transmis de génération en génération. Pendant longtemps, la magie fut à la base du pouvoir de cet empire. Et plus il y avait de magiciens dans l'empire, plus ils devenaient forts. Cependant, ils avaient un inconvénient. Si un enfant naît d'un magicien, ses pouvoirs magiques disparaissent. Et l'empire, souffrant du manque de magiciens, trouva un nouvel espoir. Des épéistes capables de manier l'énergie sacrée de la lumière, des maîtres de l'aura. L'Aurélia, le magnifique trésor profane de l'Empire, a été retrouvé. Le prince Kane a joyeusement demandé à son père si cela mettrait fin à tous les ennuis. L'empereur répondit qu'il s'agissait d'un événement merveilleux. Le 4e maître de l'aura avait été révélé. Il a ordonné à la bataille de s'arrêter et à tout le monde de montrer un respect décent à Lady Deville. Au moment où l'aura de l'Aurélia Vandeville s'est manifestée, son titre a commencé à avoir une signification différente. La cérémonie d'investiture de la marquise de Ville fut la plus grandiose de toutes les précédentes. 3 ans plus tard, Léa, en tant que commandante de bataillon, sépara les combattants. Elle leur a demandé si elles devraient vraiment rencontrer à nouveau leur commandant et tout rapporter. Ringa a joyeusement demandé s'ils se rencontreraient vraiment. Léa a répondu qu'ils ne pratiquaient pas du tout la discipline. Alors aujourd'hui, elle les punira personnellement. Le prince Kian a demandé au duc pourquoi il n'avait pas fait plus d'efforts lorsque la marquise est venue le voir. Après tout, s'il avait tout fait correctement, les membres du club n'auraient pas souffert. Le duc ne comprit pas de quel club parlait le prince. Ensuite, le gars a expliqué qu'il s'agissait d'un fan club, créé pour l'amour du duc et de la marquise. C'est pourquoi ces combattants se comportaient si étrangement. En apprenant cela, le duc s'est indigné et a déclaré qu'il signalerait ce club comme une réunion illégale fondée à cause de sales pensées. Mais le prince le convainquit que c'était pour le mieux. Après tout, ils ont fait tellement d'efforts pour qu'il puisse rencontrer la marquise. Mais rien n'a fonctionné. Et grâce à ses fans, il peut retrouver son amour. Depuis le dispositif de communication magique posé sur la table, ils entendirent la voix de l'Aurélia parlant de Sir Edgar. Léa a dit qu'elle était très déçue par lui, qu'il est parti quelque part et qu'il est absolument indifférent aux problèmes de ses chevaliers. Et il lui semble qu'il n'écoute personne du tout. Le prince Kane éteignit brusquement l'appareil. Le duc réfléchit un instant et demanda au prince si le commandant Laurélien le trouvait vraiment une personne si terrible. Kane a répondu que peut-être qu'elle le détestait encore plus avant. Le prince voulait conseiller quelque chose, mais le duc dit qu'il se souvenait que lui et la marquise devaient continuer les lignées d'héritage de leur famille. Mais il le découvrira tout seul. Grâce à un appareil d'écoute magique, ils entendirent que la marquise avait dit à son adjoint qu'elle lui laissait tout et qu'elle se rendait à une réunion importante. Le prince Kane a demandé au duc s'il voulait savoir qui elle rencontrerait. Le duc Edgar a remercié le prince pour son inquiétude et lui a demandé d'abandonner cette idée. Le duc partit, disant au prince qu'il n'aimait pas assez l'Aurélia pour faire une telle chose. Mais Kane n'y croyait pas, car tout était écrit sur le visage du duc. Léa s'est excusée d'être en retard et a demandé à son frère s'il l'attendait depuis longtemps. Balforce a répondu qu'il venait d'arriver et qu'il avait le temps pour eux de parler plus longtemps. La jeune fille craignait de ne pas pouvoir le rencontrer. Elle lui a demandé s'il avait tout avec lui. Belle a répondu qu'il avait tout pris et qu'il pouvait prendre son temps pour se rendre à la tour magique. Ma sœur m'a demandé s'il explorait des mondes parallèles. Balforce a répondu que leur existence avait été récemment confirmée et qu'un génie comme lui ne pouvait pas rester à l'écart des recherches révolutionnaires. Léa a dit à son frère qu'il était un gars vraiment formidable et que si ses parents étaient avec eux, il serait très fier de lui. Le gars a changé de sujet et a dit qu'il avait entendu parler des combats de ses chevaliers. Belle a demandé à sa sœur pourquoi Sir Edgar ne faisait rien. Léa ne voulait pas dire à son frère comment se comportait le duc. Il fait tout pour la voir, mais ne lui sourit même pas. En guise d'adieu, le frère a donné une boîte à Léa et lui a dit que ce n'était pas une boîte ordinaire. Balforce a déclaré que la tour magique est située loin de la capitale et que pour y arriver, il faut passer par de nombreux postes. Les lettres y parviendront donc pendant 1 mois entier, et cette boîte peut les aider. Belle a admis qu'il l'avait inventée lui-même, et il l'appelait « la boîte pour parler à Belle ». Le frère a expliqué que toute lettre qu'elle met dans la boîte lui parviendra immédiatement dans la même. Il a demandé à Léa si elle aimait son cadeau. La jeune fille répondit que c'était la plus belle chose qu'il avait faite pour elle. Léa a suggéré de changer le nom de la boîte en « boîte aux lettres ». Soudain, la marquise fut appelée. L'homme a dit que le duc Edgar l'appelait. Le duc a déclaré qu'elle devait venir de toute urgence à son bureau. Léa serra fort son frère dans ses bras pour lui dire au revoir. Léa était très en colère contre le duc Edgar qui l'appelait quand il le voulait.
Elle pensait qu'il l'avait rappelée à cause d'une bagatelle et l'avait distraite de la rencontre avec son frère. La marquise ouvrit la boîte et il y avait déjà une lettre. Léa trouva cela étrange, car Belle n'aurait pas eu le temps d'écrire une lettre aussi vite. Elle déroula le parchemin et vit son écriture sur un morceau de papier. Il disait « Salut Léa, je suis Léa d'un autre monde et ceci est la 63e lettre. J'espère qu'il arrivera. » La lettre indiquait que Belle avait demandé que la lettre lui soit envoyée. Sa signature était choquante. Duchesse Laurelia von Ferril, tout comme le duc von Ferril. Lorsque Léa entra dans le bureau du duc, les chevaliers avaient créé une atmosphère romantique. La pièce était décorée de pétales de roses et de bougies. Edgar von Ferril apparut devant elle, et Léa comprit qu'il s'agissait de son futur mari. La jeune fille pensa que peut-être son frère plaisantait ainsi avec elle. Le duc a demandé si tout allait bien et la marquise lui a crié dessus, lui demandant ce qui se passait ici. Le gars a répondu qu'il ne savait rien et que tout s'était organisé sans lui. La marquise demanda au duc de ne plus la distraire pour des bagatelles. En partant, elle lui a conseillé d'avouer ses sentiments en personne, car lorsqu'il attire les autres, il a l'air pathétique. Le prince Kane a laissé échapper que leur opération était un échec. Le duc demanda de quelle opération il parlait. Il comprit alors que c'était l'idée de son Altesse. Le duc Edgar n'aimait pas cela, et le prince s'excusa en disant que ce cadre romantique était la meilleure occasion de mieux connaître la marquise de Laurelia. Le type répondit au prince que c'était plutôt une façon de détruire les relations entre les deux bataillons. Le duc a donc décidé qu'il était temps d'arrêter cela. Léa a reçu une nouvelle lettre dans la boîte qui disait que ce n'était pas une blague de Belle. Et dans sa main, il était écrit « Une femme n'a jamais peur de recommencer ». C'était une phrase qu'elle seule connaissait, preuve qu'elle écrivait elle-même la lettre. La jeune fille a également lu que Belle de son monde venait de commencer ses recherches. Léa d'un autre monde a écrit que Belle avait quitté son monde il y a 5 ans, ce qui signifie que leurs délais sont éloignés l'un de l'autre. Il existe donc des mondes parallèles. Laurelia comprit que son frère avait créé quelque chose d'incroyable. Elle a décidé de lui écrire une lettre lui demandant de revenir et de discuter de tout afin qu'il n'ait pas d'ennui. La jeune fille s'est écrite une lettre dans un autre monde, lui demandant si elle était vraiment mariée au duc Faril. Et elle a signé marquise Laurelia Vandeville. L'autre Léa lui répondit que c'était bien le cas, et cet homme la rendit heureuse. Elle a écrit que son chéri adore tout ce qu'elle lui prépare. Mais la chose la plus importante qui intéressait Léa d'un autre monde était la façon dont Léa devint marquise. Elle a demandé si Léa avait temporairement pris le titre, parce que Terry était trop jeune. Léa ne comprenait pas qui était Terry, mais ensuite elle a lu quelque chose d'autre de choquant. Ou notre père a-t-il souffert beaucoup plus à cause de cette attaque contre la voiture? La jeune fille laissa tomber la lettre par terre et se couvrit le visage de ses mains. Elle ne voulait pas croire qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'une attaque contre ses parents. Léa a alors regretté de ne pas les avoir accompagnés. Le matin, la nounou remarqua à ses yeux gonflés que Léa avait pleuré toute la nuit. Elle lui apporta un sac de glace, et Léa remercia la nounou pour son inquiétude. La nuit, Léa réalisa que Terry était son jeune frère. Il étudie maintenant pour accepter le titre et l'autre n'a pas accepté le titre de marquise et s'est marié. Les parents sont vivants et heureux. Mais tout cela se passe dans un autre monde. Que s'est-il passé ici? Léa a décidé que l'incident devait faire l'objet d'une nouvelle enquête. Elle a appris que le duc Faril enquêtait sur l'incident. La jeune fille a pensé que cela valait la peine de lui poser des questions sur l'accident. Il serait peut-être possible de découvrir quelque chose. Nounou a rappelé à Léa qu'elle prévoyait de visiter le domaine Faril. La femme de chambre m'a conseillé d'acheter des friandises pour la duchesse Anna, la mère du duc Faril, dans un nouveau café appelé Lush, et d'aller chez elle prendre le thé. Léa a écouté la nounou et est allée dans un nouveau café. Là, elle fut accueillie par de charmantes dames et commença à lui offrir leurs meilleurs desserts, fraises, chocolat et citron. Lorsque Léa choisissait un gâteau, elle entendait tout le monde discuter du fait que la marquise adorait les sucreries, et le fait qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que les chevaliers mangent des bonbons. La jeune fille se sentait très mal à l'aise dans ce café. Elle se souvint immédiatement de ce que les gens disaient selon lequel une femme ne pouvait pas être marquise parce qu'elle était trop faible pour être chevalier. Léa a demandé au vendeur de choisir le gâteau pour elle, expliquant que ce serait un cadeau et qu'elle ne le mangerait pas elle-même. Et immédiatement, des voix autour ont commencé à en discuter. En quittant le café avec une belle boîte, Léa a décidé que peu importe à quel point elle était savoureuse, elle n'y reviendrait plus jamais. Les chevaliers la surveillaient dans la rue. Ils pensaient aussi qu'elle adorait les sucreries et s'achetaient un gâteau. Les chevaliers rêvaient encore que le commandant de ville serait avec le duc Faril.
La jeune fille remercia la marquise d'avoir apporté le dessert. Léa a répondu qu'elle était toujours heureuse de rendre visite à son amie. Cette fille était très triste. Elle a admis que même si elle est la princesse héritière, le prince ne lui rend jamais visite. La jeune fille souffrait du fait que dans son propre pays, elle était une princesse, mais dans ce pays, elle était comme une otage. Elle a également dit que tout le monde semblait l'ignorer et que les chevaliers censés la protéger ne venaient pas vers elle. Et la dame a admis qu'elle était heureuse que Léa lui rende visite tous les jours. La princesse a demandé à Léa si elle irait prendre le thé chez Lady Anne. Elle voulait vraiment aider son amie à choisir une robe pour cette réunion importante. Le duc Edgar a demandé au prince Kane pourquoi il le suivait à nouveau. Kane a dit qu'il trouvait tout cela tellement amusant. Edgar était indigné, car il allait s'excuser. Il demanda au prince si ce n'était pas de sa faute. Le prince répondit que grâce à lui, il pourrait revoir la marquise. Ce n'est pas dans de telles circonstances que le duc aurait voulu la rencontrer. Edgar traversa le jardin et pensa que la marquise était probablement dans son bureau et qu'il devait s'y rendre. Il remarqua une fille qui se promenait dans le jardin. Elle portait une robe bleue moelleuse et un chapeau, et le duc a décidé qu'elle était la princesse héritière. Le duc s'est approché d'elle et lui a demandé comment allait la princesse Michelle. Il ajouta également si elle savait comment il pourrait retrouver le commandant de l'Aurélia. Lorsque la jeune fille se tourna vers lui, il reconnut qu'il s'agissait de Léa. Il ne s'attendait pas à la voir en robe. La jeune fille est devenue embarrassée et a commencé à justifier qu'elle portait la robe qu'elle avait empruntée à la princesse parce qu'elle était invitée à un goûter avec sa mère. Le duc Edgar a demandé à Léa si elle avait pleuré et lui a doucement touché le visage avec sa main. La marquise était indignée qu'il lui touche le visage sans permission. À cela, le duc répondit que cette robe lui allait très bien. À ce moment, l'archiduc s'approcha d'eux et leur dit qu'il était d'accord avec le duc et qu'une telle tenue convenait très bien à la marquise. Ensuite, il lui a effrontément touché les cheveux et lui a demandé pour quelle raison elle s'habillait, et même pendant les heures de travail, qu'elle apprécie tant. Le duc n'aimait pas ce genre de communication. La marquise répondit que c'était son affaire personnelle et ne le regardait pas. Elle a ajouté qu'elle n'était pas de service actuellement et a demandé qu'il ne fasse plus preuve d'une attention et d'une curiosité excessives à son égard. Le prince Kane est soudainement apparu et a porté plainte contre l'archiduc Jean pour avoir harcelé son peuple. Ensuite, le prince invita le duc Edgar à accompagner la marquise. Le gars a refusé, mais le prince a dit que c'était un ordre, et ils devaient se rendre dans la même voiture au même endroit, la maison du duc, puisque le goûter aurait lieu chez la duchesse. Alors que la marquise et le duc se dirigèrent vers la voiture, l'archiduc demanda au prince pourquoi il appelait le duc Eddie, et lui rappela qu'il devait tenir compte de son âge et de sa dignité. Le prince Kane lui a dit que Ginny était juste jalouse, et il m'a rappelé qu'il se retenait uniquement à cause du souvenir du passé. Le prince a donc demandé à Jean de ne pas franchir la ligne. Il y avait beaucoup de monde dans la voiture, comme s'ils avaient été délibérément placés dans la plus petite voiture pour que le duc et la marquise soient le plus près possible l'un de l'autre. Léa a décidé de supporter le voyage, mais le duc Edgar a décidé de lui présenter ses excuses pour tout ce qui s'est passé dans le passé. Le gars a dit qu'il voulait vraiment qu'elle sache une chose. Il la respecte. À ce moment, Léa dit à une autre Léa « Ma chérie est tellement attentionnée. Il me fait toujours du bien et craint toujours que je ne sois pas au moins un peu offensée. » Puis le duc ajouta qu'il l'admirait. Et Léa se souvint de la façon dont il l'avait présentée au chevalier il y a 3 ans, en tant que nouveau commandant. À l'époque, tout le monde ne croyait pas en elle. Mais elle s'est battue et a prouvé qu'elle était digne de son titre et du grade de commandant de bataillon. Léa se souvint du sourire du duc Edgar. Elle pensa alors qu'il se moquait d'elle aussi. Elle a donc décidé de ne pas vraiment faire confiance à ses aveux. Mais il lui sourit à nouveau, et Léa profita de l'instant pour s'enquérir du cas du décès de ses parents. La jeune fille ne savait pas si le duc accepterait de l'aider. Mais, à sa grande surprise, il lui répondit qu'il aimerait lui-même qu'elle découvre un jour tous les détails de cet accident. Le duc prit la main de Léa et sourit à nouveau. Elle ne comprenait pas pourquoi son expression lui semblait si familière. À la fin du voyage, Léa avait déjà oublié à quel point elle se sentait mal à l'aise dans la calèche. Lorsqu'ils arrivèrent au palais de la duchesse, celle-ci les informa que le goûter avait malheureusement été annulé et elle leur envoyait un message. La marquise répondit que tout allait bien. Léa a ensuite remercié le duc Edgar de l'avoir accompagnée. Et le gars a répondu qu'il était vraiment désolé qu'elle soit venue ici en vain. Edgar a suggéré que Léa se rencontre demain et discute de l'affaire dont ils parlaient pendant les heures de bureau. La jeune fille était sur le point de partir, mais la duchesse Anna l'en empêcha.
La duchesse s'est excusée auprès de la marquise Laurelia pour avoir tout annulé. Pour se faire pardonner, elle propose son deuxième fils comme escorte. La duchesse Anne a appelé Lloyd et lui a demandé de saluer son invité. Léa a compris qu'ils essayaient de lui trouver un partenaire, car son âge était propice au mariage. La marquise tendit la main à Lloyd et remercia la duchesse Anne pour son inquiétude. Mais tout à coup, Edgar lui saisit la main et lui dit qu'il ne laisserait pas cela se produire. Le duc suggéra à Léa d'aller immédiatement chercher les papiers dont il parlait. Elle remarqua son regard et commença à comprendre. Léa réalisa que, depuis le début, il ne s'était jamais moqué d'elle. Et pendant tout ce temps, elle l'avait mal compris. Mais pourquoi alors est-il toujours là? Edgar a dit au revoir à sa mère et à son frère. La duchesse dit à son fils qu'elle espérait beaucoup qu'il ne ferait que son travail avec la marquise et rien de plus. La jeune fille a demandé au duc si elle pouvait changer de vêtements avant d'aller au bureau. Edgar a répondu qu'il aimerait lui montrer un endroit. Léa était très heureuse de voir ces documents, mais elle ne comprenait pas pourquoi le duc Edgar, entre tous, avait choisi ce café en particulier. Le gars remarqua que la marquise était mal à l'aise et lui demanda. La marquise demanda pourquoi il avait choisi ce café en particulier. Le duc a admis avoir entendu des rumeurs selon lesquelles le commandant de l'Aurélia aimait cet endroit. Léa a déclaré que les hommes et les femmes de cet établissement pouvaient être mal compris. Elle estime que ce n'est pas le bon endroit pour discuter des affaires gouvernementales. Le duc a suggéré à Léa d'aller ailleurs si elle n'aimait pas cet endroit, mais une serveuse s'est approchée d'eux et a commencé à leur proposer leur dessert signature. Finalement, Edgar a choisi un gâteau au chocolat avec de la crème fouettée et Léa a demandé si le chevalier aimait vraiment le chocolat. Il répondit que tout le monde l'aimait et ils se mirent à rire ensemble. Selon les documents, Léa a remarqué que le cheval qui tirait la calèche avec ses parents était noir avec des poils blancs sur les 4 sabots. Edgar a dit qu'il se souvenait de ce fait. Mais la jeune fille a dit que le cheval attelé ce jour-là avait une couleur blanche, seulement près de 3 sabots. Elle en était sûre, puisque ce cheval était très cher à ses parents. Il s'avère que, pour une raison quelconque, le cheval a été remplacé et ses parents ont été tués. Léa savait qu'elle devait demander à Sir Edgar de réexaminer l'affaire. Mais sera-t-il d'accord étant donné que l'enquête est terminée depuis plusieurs années? Avant que la jeune fille n'ait eu le temps de lui demander, le duc s'est excusé pour son enquête inexacte. Le duc Edgar a alors demandé à Léa s'il avait corrigé son erreur, si elle lui pardonnerait. Maryse Laurelia remercie le duc Edgar pour son aide. Et le gars a répondu qu'il lui était reconnaissant de lui avoir donné une chance. Ce regard a dérangé Léa toute la journée. Il lui semblait si familier, mais en même temps inconnu. Léa réalisa que son père avait exactement la même expression sur le visage lorsqu'il regardait sa mère. Elle se souvint de ses heureux parents et devint triste. La marquise a demandé au duc s'il craignait que la réenquête sur l'affaire puisse avoir une mauvaise image de lui. Edgar a répondu qu'il comprenait. Puis Léa se souvint qu'une autre femme avait écrit sur son mari, et les mots semblaient sortir de sa bouche. « Est-ce vraiment que le respect est la seule chose que tu ressens pour moi ?» Le duc Edgar a répondu que ce n'était pas seulement une question de respect. Une fois qu'il ouvrira à nouveau ce dossier, il sera certainement réprimandé puisqu'il y a travaillé seul. Et il sera assez difficile de constituer une équipe pour comprendre le dossier nouvellement ouvert. Mais il a admis que malgré cela, il aimerait corriger son erreur. Après tout, le marquis et sa femme le traitaient bien. Par conséquent, s'il y a eu la moindre injustice dans leur mort, alors il doit assumer cette responsabilité. Edgar a demandé pardon à Léa et lui a demandé si elle lui donnerait une chance d'arranger les choses. La jeune fille a répondu qu'elle lui était reconnaissante, s'est couverte le visage avec ses mains et a demandé à partir. Le duc vit pour la première fois les larmes du commandant de l'Aurélia. Lorsque Léa est partie, le prince Kane s'est assis à sa table et a demandé ce qui s'était passé entre eux. Le gars a répondu que tout allait bien et que la marquise ne l'intéressait pas. Alors le prince demanda lequel des prétendants, à son avis, était digne du commandant de l'Aurélia. Edgar réfléchit un instant. Ensuite, il a dit que, premièrement, elle était la seule femme marquise de l'Empire. De plus, elle est le commandant du 2e bataillon de chevaliers et le 4e propriétaire de Laura. Cela signifie qu'une personne qui pourrait être à ses côtés doit être aussi magnifique et idéale qu'elle. Et une fois que cette personne entre dans sa famille, elle peut avoir un statut inférieur. Il ne pourrait pas hériter du titre de sa propre famille. Il serait donc préférable qu'il soit le 2e fils de la famille plutôt que le 1er. Et aussi, pour comprendre la marquise, il faut qu'il manie une épée. Le duc a également ajouté qu'il devait comprendre ce que signifie être un commandant de chevalier. Kane l'interrompit et lui demanda s'il serait vraiment d'accord qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Eddie a dit à Kane qu'il irait bien, mais le prince savait que ce n'était pas le cas et demanda s'il se souciait de ce que les gens diraient.
Le gars a dit qu'elle le détestait. Kane était heureux que ce soit la seule raison pour laquelle Edgar ne voulait pas courtiser le marquis. Le prince a dit qu'il savait tout arranger. L'Aurélia s'entraînait avec une épée dans la cour et réfléchissait à l'accident. Qui aurait pu faire ça à ses parents? D'où venait l'autre cheval, qui conduisait la calèche, et que dira Belle? Une servante accourut vers elle et s'excusa abondamment de l'avoir distraite de son entraînement. Mais la nounou a dit que le duc Faril lui avait offert le cadeau et était parti. Devant elle se trouvait une boîte noire décorée d'un nœud. Léa ne comprenait pas ce que faisait le duc Edgar. Elle avait peur qu'il y ait quelque chose de dangereux à l'intérieur. À bien y penser, il avait eu un comportement suspect toute la journée. Ses excuses inattendues et le gâteau au chocolat qu'il a commandé juste pour elle, mais Léa se souvenait que ses paroles semblaient si sincères. Par conséquent, elle a décidé de ne rien penser de stupide et d'ouvrir la boîte. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle fut très surprise. Le coffret cadeau contenait un bouquet de fleurs. Léa se souvint immédiatement de la boîte et en sortit une lettre. Dans ce document, une autre Léa écrivait qu'aujourd'hui, sa bien-aimée lui avait offert tout un carrosse de fleurs. Lorsqu'une autre Léa a demandé à son mari pourquoi elle avait tant besoin, il a répondu qu'il avait acheté toutes les fleurs qui signifiaient « amour » dans le langage des fleurs. Il devrait donc y en avoir beaucoup, comme son amour pour elle. La jeune fille a écrit que maintenant elles avaient échangé toutes les fleurs du jardin. Léa a appelé la nounou et lui a demandé si elle savait ce que signifiait ce bouquet dans le langage des fleurs. La nounou a dit qu'il s'agissait d'Enadia, des fleurs chères qui ne fleurissent que dans le désert rouge. Et un bouquet d'entre eux dit « Je veux te consoler ». Léa sourit et demanda du thé. Le duc et le vice-capitaine ont fini de revérifier tous les documents. Edgar a dit à Deacon qu'il pouvait rentrer chez lui. Le gars a demandé au duc pourquoi il travaillait autant. Après tout, l'amour est important, mais à ce rythme-là, vous pouvez simplement vous tuer avec le travail. Le duc a déclaré qu'il ne faisait pas cela par amour. Le diacre a dit à Edgar de ne pas abandonner juste après avoir envoyé le bouquet. Le gars a demandé pourquoi il avait envoyé les fleurs dans une boîte aussi sombre. Edgar répondit que cela était dû au goût de la marquise et on lui dit qu'elle aimait la couleur noire. Le diacre a dit qu'il ne ferait pas autant confiance à ces gens. Le vice-capitaine demanda au duc pourquoi il n'avait pas simplement dit à la marquise ce qu'il ressentait. Edgar répondit s'il connaissait d'autres femmes comme elle dans l'Empire. De telles femmes qui gèrent leur famille de manière indépendante. Le capitaine l'Aurélia travaille dur là-dessus. Mais personne n'a reconnu ses efforts. Son fardeau est plus lourd que n'importe lequel d'entre eux. Le duc a donc décidé qu'il ne pouvait pas lui demander de tout abandonner pour devenir duchesse. Après tout, elle est déjà trop occupée. On frappa à la porte et le commandant l'Aurélia regarda à l'intérieur. Elle a demandé à Sir Edgar s'il était occupé. La jeune fille a dit qu'elle aimerait regarder les matériaux sur le cheval. Léa remarqua qu'Edgar n'avait pas l'air bien et lui dit qu'elle pouvait y aller seule s'il était fatigué. Mais le duc se releva, ses jambes s'en mêlent, et il tomba droit sur Léa. Léa a demandé au duc si tout allait bien. Le duc répondit que tout allait bien et qu'il était prêt à aller chercher les résultats. Le vice-capitaine les observa et réfléchit au moment où ils avaient réussi à s'approcher si près. Ils se sont approchés d'un homme qui les a conduits à la tombe. Il a raconté comment il réfléchissait à l'opportunité d'enterrer le cheval. Mais comme le propriétaire l'aimait tellement, ils ont décidé de tout faire de la meilleure façon possible. Le duc proposa pensivement de regarder le cheval si Léa ne le voulait pas. Elle a dit que ça allait. L'homme a crié que cela n'était pas possible. Dans la tombe, au lieu d'un cheval, reposent les restes d'une créature incompréhensible. Léa a dit que c'était une chimère. Grâce aux études de son frère, elle en avait déjà vu. Léa a commencé à pleurer et a dit que cela signifiait qu'ils avaient vraiment été tués. Edgar lui tendit son mouchoir. Il a demandé à Léa de lui faire confiance et lui a promis de devenir son épée. Une fille aux cheveux roux a demandé à un gars nommé Nex dans combien de temps il quitterait cet arrière-pays. Le gars lui a demandé ce qu'elle n'aimait pas cette fois. Nax a dit à Edith de ne pas s'inquiéter. Le gars a ajouté qu'elle pouvait dire ce dont elle avait besoin et qu'il ferait tout, même s'il faut tuer quelqu'un. Edith a demandé combien de temps il devait encore attendre ce vieil homme. Nex s'allongea sur ses genoux et lui dit qu'il pouvait partir si elle ne voulait pas attendre. Mais la chimère est déjà prête. Le gars a dit qu'il pouvait les détruire maintenant. La jeune fille était ravie et a dit que le plaisir commencerait bientôt, en tenant l'oiseau dans ses mains. Edith informa Nax que les restes de la chimère avaient déjà été découverts. Le gars a dit que c'était super, sinon il s'ennuyait déjà. La jeune fille s'est levée et a dit que le couple allait les détruire. Lors d'une réunion avec l'empereur, la réouverture du dossier de la mort des parents du commandant de l'Aurélia a été discutée. Tous ceux qui discutaient étaient contre une nouvelle enquête. Un représentant a déclaré à l'empereur
qu'ils ne pouvaient pas gaspiller une ressource humaine simplement à cause des soucis de quelqu'un d'autre. Et cela ressemble trop à une demande personnelle. Un autre participant a déclaré que l'approbation de cette demande par l'empereur équivaudrait à un cas flagrant de condescendance envers le commandant des chevaliers. L'Aurélia s'y est opposée. Peu importe que 3 ans ou 5 se soient écoulés, s'il y a des raisons de réexaminer l'affaire, ils forment toujours une équipe pour réenquêter. Par conséquent, la jeune fille a demandé dès maintenant d'être considérée comme un citoyen ordinaire qui a beaucoup souffert, et non comme le commandant des chevaliers. L'archiduc Jean ne la laissa pas finir et déclara qu'un citoyen ordinaire ne serait pas autorisé à entrer ici, et que Léa ne peut se retourner que parce qu'elle est la commandeuse des chevaliers. Il a ajouté que constituer une équipe pour enquêter prendrait beaucoup de temps et nécessiterait le respect des procédures appropriées. Et il n'y a jamais eu un seul cas de réouverture aussi rapide d'un dossier. Jean a demandé à l'Aurélia si elle pensait vraiment qu'il lui ferait des concessions. Tous les autres participants à la réunion ont commencé à crier qu'ils ne devraient pas faire cela. Ils ont demandé à Sa Majesté de ne pas permettre cela, sinon on leur reprocherait tous plus tard. Léa a commencé à réfléchir rapidement à ce qu'elle devait faire et à la façon dont elle pourrait se venger de la mort de ses parents. Mais soudain, le duc Edgar parla. Il demanda au conseil s'il y avait quelqu'un parmi eux qui n'avait pas été aidé par le marquis de Deville et sa femme. Tout le monde baissa la tête et il continua. Le marquis était toujours le premier à partir en guerre lorsqu'ils étaient attaqués. Leur maison a été la première à fournir ses provisions en cas de mauvaise récolte. De nombreux habitants de l'Empire viennent encore sur leur tombe pour honorer leur mémoire et, quelle que soit la période de l'année, il y a toujours des fleurs fraîches. Par conséquent, le duc a demandé à nouveau s'ils pensèrent que les gens seraient contre une nouvelle enquête sur la mort du marquis et de son épouse. Tout le monde était silencieux. Ensuite, le duc Edgar a ajouté qu'en tant que personne travaillant seule sur cette affaire, il souhaitait enquêter à nouveau, même s'il était déshonoré. Le duc s'inclina et demanda la permission à Sa Majesté. L'empereur a demandé s'il assumerait la responsabilité de ses paroles. Edgar a répondu positivement. Alors l'empereur se leva et dit qu'il autoriserait la formation d'un groupe pour réenquêter. Et tout obstacle sera perçu comme une opposition à l'empereur. Léa était heureuse. Elle a remercié Sa Majesté, puis le duc Edgar. Le prince Kane avait également l'air heureux, ce qu'on ne pouvait pas dire de l'archiduc Jean. Alors qu'ils marchèrent dans le couloir avec le prince Kane, il a déclaré qu'il avait discuté de cette question avec son père à l'avance, mais qu'il était si têtu qu'il a même décidé que tout était inutile. L'archiduc Jean les rattrapa et demanda à l'Aurélia de l'accompagner 1 minute. Le duc Edgar était contre. Alors Jean a dit qu'il aimerait aider l'équipe d'enquête. Le duc lui demanda quel genre d'aide il lui proposait. Jean a répondu qu'il ne parlerait que seul avec le commandant l'Aurélia. Léa a demandé à sa seigneurie ce qu'il entendait par aide. L'archiduc Jean demanda à la jeune fille de cesser d'avoir peur de lui, puisqu'il était venu s'excuser. Jean a admis que les paroles prononcées par Sir Edgar lors de la réunion d'aujourd'hui lui avaient donné matière à réflexion. Il a dit qu'il comprenait à quel point elle souffrait pendant tout ce temps. L'archiduc s'est approché de Léa et lui a dit que c'était dur pour elle après la mort de ses parents, et il a encore tout compliqué. Jean a admis qu'il était désolé. Léa lui a dit qu'elle allait bien. L'archiduc a alors déclaré qu'il pouvait aider leur groupe dans l'enquête. Puisque Balforce est actuellement absent, il a dit qu'ils avaient besoin d'un magicien. L'archiduc Jean rappela à Léa que le ministère de la magie était sous sa juridiction. Ils auront besoin de quelqu'un de très compétent. Il enverra donc un archimage pour les aider. Le gaz a demandé à l'Aurélia si elle accepterait sa proposition. La jeune fille répondit positivement et remercia l'archiduc pour son aide. En partant, l'archiduc se tourna et dit à Léa que l'ancien marquis, son père, était également une personne très importante pour lui. Léa ne savait pas s'il disait la vérité. Le prince Kane a couru vers le capitaine l'Aurélia et lui a demandé si elle allait bien. Léa a déclaré qu'il avait proposé d'envoyer un archimage pour l'aider dans l'enquête. Kane a suggéré qu'il voulait simplement leur affecter son subordonné. Léa raconta au prince ce que l'archiduc avait dit à propos de ses parents. Le prince a dit que c'était très intéressant. Peut-être que l'archiduc Jean a reçu un présage de mort imminente. Le duc Edgar a ajouté qu'il devait procéder avec beaucoup de prudence. Après tout, l'archiduc Jean n'agit jamais sans raison. Edgar a demandé au capitaine l'Aurélia si elle était sûre que tout allait bien, car elle avait l'air un peu confuse. Léa a répondu que tout allait bien et a remercié le duc de l'avoir aidé à obtenir justice. Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'il aimait aussi ses parents. L'Aurélia se souvint des lettres de l'autre Léa au sujet de ses parents, qui sont désormais vivants dans son monde, et fondit en larmes. Le prince et le duc s'inquiétaient à cause de ces larmes.
Le duc a dit à Léa qu'il était sûr que ses parents seraient très heureux s'ils voyaient à quel point elle était devenue une femme forte et courageuse. Léa vit la main du duc trembler sur son épaule et pensa qu'il était dans une situation encore pire qu'elle. Elle lui a dit qu'elle ne pensait pas qu'il était si gentil avec elle. Le commandant Laurelia a admis au duc Edgar qu'elle l'avait toujours considéré comme très arrogant et ne pensait même pas qu'il avait un cœur aussi bon. La jeune fille s'excusa d'avoir été une fois trop impolie avec lui et lui dit qu'elle était terriblement désolée. Le gars a répondu qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser et qu'elle pouvait être comprise. Le duc dit que tout allait bien et sourit. Le commandant Laurelia s'est excusé auprès de tout le monde et a déclaré qu'elle devait partir de toute urgence pour s'occuper de certaines affaires. Mais en fait, Léa a franchi la porte et n'a pas pu oublier son regard et son sourire. Elle avait l'impression de devenir folle, car elle considérait Edgar comme le plus beau de tous les hommes. Assise à table, le duc Edgar a déclaré qu'aujourd'hui ils s'étaient tous réunis ici pour enquêter sur les circonstances de la mort du précédent marquis et de son épouse. Le duc a dit qu'il voulait présenter quelqu'un. Cette fille, l'archimage Katie, vient du ministère de la magie. Il a donc demandé à tout le monde d'être plus poli avec elle. Katie a souhaité la bienvenue à tout le monde et a déclaré qu'elle était honorée de participer à l'enquête sur cette affaire avec eux. Le duc Edgar a déclaré que Katie est la sœur de son Altesse impériale, la princesse Michelle. Les gars ont remarqué que son sourire leur semblait si familier. Le vice-capitaine Deacon a admis à Katie qu'elle était incroyable. Et il a ajouté qu'il l'admire puisqu'elle est venue ici de pays lointains et est devenue la tête du ministère de la magie. La jeune fille a remercié tout le monde pour les compliments et a demandé à la destruction de se remettre au travail. Elle a dit qu'il serait capable de trouver le magicien qui a créé la chimère. Pour ce faire, vous devez examiner le mana restant dans le squelette. Il y a cependant un petit problème. C'est un processus assez long car le squelette est assez ancien, et il faudra beaucoup de temps pour en extraire le mana. Laurelia a demandé combien de temps cela durait. Katie a répondu que cela prendrait au moins 3 mois. Le duc Edgar a déclaré que c'était plus long que prévu. Il faut donc trouver autre chose pour ne pas perdre autant de temps. Le vice-capitaine a rappelé que le commandant avait déjà enquêté sur tout il y a 3 ans, et le cocher a été tué. Tout s'est passé dans un endroit isolé et désert, et il n'y avait aucun témoin. Ensuite, le duc a suggéré de revérifier les documents dont il disposait. Léa a demandé à lui fournir ces documents, car elle n'a qu'une seule source. Le duc en fut surpris et la jeune fille dit qu'elle expliquerait tout plus tard. Léa est rentrée à la maison et a écrit une lettre à l'autre Léa. Elle a admis qu'elle voulait lui dire quelque chose sur lequel elle ne pouvait pas écrire auparavant, que ses parents sont morts dans cet accident. Ces histoires sur ses parents étaient si intéressantes que Léa se sentait connectée à ses parents comme s'ils étaient bien vivants. Mais maintenant, elle a besoin d'aide. Elle a dit qu'ils ont rouvert le dossier de leur décès, mais comme il n'y a aucune piste, elle lui demande de partager des informations sur le criminel, car elle lui fait confiance comme elle se fait confiance en elle-même. Léa d'un autre monde a rapidement répondu. Mais malheureusement, elle n'a pas pu l'aider. Son père et Edgar ne lui ont pas beaucoup parlé du criminel. Par conséquent, elle savait seulement que le magicien qui avait créé la chimère se cachait dans le désert rouge. C'est la seule chose qu'elle a réussi à découvrir. Léa a décidé qu'elle trouverait le coupable, quel qu'en soit le prix. Mais le duc Edgar a dit qu'elle devrait rester au palais. La marquise s'y opposa. Mais le duc déclara qu'au moins un commandant des chevaliers devait rester dans le palais. Puis Léa l'a invité à rester. Après tout, c'est elle qui devrait mener l'enquête. De plus, il pourra protéger le palais. Edgar n'a pas répondu et Léa a dit que c'était elle qui avait reçu cette information. Ainsi, si l'information s'avère fausse, elle en sera seule responsable. Le duc lui demanda si elle savait à quel point le désert rouge était dangereux. Edgar a accidentellement mentionné que le désert rouge était dangereux pour les femmes. La marquise était bouleversée et lui rappelait combien de fois elle avait entendu de telles choses. Les gens craignaient qu'elle soit une femme, mais elle a tout traversé. Léa a admis qu'elle pensait qu'il était le seul à la voir comme un chevalier. Laurelia a déclaré que si tel était l'ordre du commandant du 1er bataillon, elle l'exécuterait sans aucun doute. Elle a ajouté qu'elle était convaincue qu'ils attraperaient eux-mêmes le criminel et est partie. Balforce craignait que Léa ne lui réponde jamais. Son amie d'enfance, la magicienne Nana, a déclaré qu'il était trop inquiet à ce sujet. Nana a supposé qu'il s'agissait d'un simple dysfonctionnement de l'instrument magique. Mais Belle s'y est opposée, car ses lettres étaient envoyées régulièrement et il utilisait des pierres de mana pour que rien ne se brise. Nana dit alors que si l'instrument fonctionnait correctement, le problème venait peut-être de la marquise elle-même. Et il est fort probable qu'elle soit très occupée par ses affaires chevaleresques. Belle pensait qu'il devrait rentrer chez lui,
Nana a demandé si les anciens le permettraient, puisqu'il est arrivé ici il y a seulement une semaine. Le gars a dit qu'il n'avait pas besoin de la permission de ses aînés. Nana demanda avec horreur s'il savait ce qui arrive à ces magiciens qui partent comme ça. Ils sont traités de traîtres, enregistrés comme criminels et persécutés pour le reste de leur vie. Belle a dit que cela signifiait simplement qu'il devait être plus prudent. Nana lui a dit qu'en tant qu'amie, elle ne pouvait pas rester ici. Et donc elle l'accompagnera dans le désert rouge, car elle ne peut pas y survivre seule. Edgar a demandé à Katie si elle était sûre que quelqu'un vivait dans ce désert. Elle répondit que le désert rouge est un endroit idéal pour les magiciens secrets. Après tout, plus l'endroit est dangereux, moins il y a de personnes vivant à proximité. Le duc craignait que son équipe soit épuisée, que les monstres n'aient pas de faim et que le vent de sable soit si terrible. Le duc a dit à Katie qu'il devrait s'arrêter et se reposer quelque part. La jeune fille remarqua une cabane à proximité et fut heureuse de ne pas avoir à retourner au village. Edgar accepta, mais ils devaient d'abord fouiller les lieux. Lorsqu'ils entrèrent dans la cabane, il y avait là 2 personnes, une femme et un homme. Les chevaliers mirent leurs épées sur leur tête, mais la femme les salua et les invita à lui rendre visite. Elle a nourri tout le monde avec de la nourriture délicieuse et le duc s'est excusé auprès des propriétaires. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un couple d'anciens magiciens qui vivaient désormais ici, dans le désert rouge. Katie a demandé s'ils avaient déjà entendu parler d'un magicien capable de maîtriser les chimères. La femme a dit qu'elle en avait entendu parler. Et le désert rouge est un endroit idéal pour un tel magicien. Car après la naissance des enfants, les magiciens perdent leur pouvoir. Et ici, ils peuvent s'aimer secrètement et avoir des enfants. Le duc regarda le couple se tenant la main et pensa à quel point c'était romantique. Il se souvint immédiatement de Léa et pensa qu'il aurait besoin d'exprimer ses sentiments pour elle. Mais il devra d'abord lui présenter ses excuses pour tout ce qu'il a dit plus tôt. Léa était assise dans sa chambre et était triste. Elle était très intéressée par les performances de son équipe dans le désert. Elle décida qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, car le duc Edgar était avec eux. La marquise remarqua comme la boîte commençait à briller. Cela signifiait qu'une lettre était arrivée. Dès que la jeune fille l'a lue, elle a couru vers la nounou et a ordonné d'appeler le marié. Elle décida d'aller dans le désert rouge, puisque le duc était en danger. De la lettre, elle a appris que les magiciens ordinaires n'étaient pas responsables de l'accident de ses parents. Ils sont membres d'une faction puissante qui veut renverser l'empereur. Léa elle-même était surprise de voir à quel point elle s'inquiétait, pensant que Sir Edgar pourrait être en danger. Pendant que Léa parlait sur son cheval dans le désert rouge, elle réfléchissait à ce qui était écrit dans la lettre. Leur soulèvement est prévu le jour de l'anniversaire du prince héritier. L'ampleur de l'attaque doit être si grande que les pertes seront énormes et que la plupart de ses connaissances seront tuées. Cette pensée la terrifiait. Une autre Léa a écrit qu'il y a un magicien caché dans le désert rouge, capable de soumettre les chimères. Par conséquent, maintenant Léa sautait là-bas aussi vite qu'elle le pouvait. Edgar s'est battu avec la chimère et l'a blessée. Le propriétaire de la cabane était contrarié que sa création ait été blessée. Sa femme lui a dit d'en finir avec eux. Lorsque la chimère attaqua à nouveau le duc, elle le blessa jusqu'au sang et l'attrapa avec ses pattes. Léa a réussi à courir et à s'occuper de la chimère, et a ainsi sauvé le duc Edgar. Léa savait que les points vulnérables de la chimère étaient situés dans tout son corps, et si vous ne touchez pas les endroits où il se connecte, il se régénérera. Belle et Nana remarquèrent un couple observant la bataille entre Léa et la chimère. Ils les reconnurent immédiatement comme étant les magiciens exilés, Nex et Idis. Idis leur a dit au revoir et a disparu avec le gars. Lorsque Léa s'est occupée de la chimère, Belle a couru vers sa sœur et lui a demandé si elle allait bien. Mais la première chose qu'elle a demandé à son frère était comment allait le duc Edgar. Belle a déclaré que Nana avait pris en charge son traitement. Léa courut immédiatement vers le duc pour lui demander comment il se sentait. Edgar a admis qu'il avait honte de son comportement. Il s'est excusé de lui avoir alors dit qu'il serait difficile pour une femme de survivre dans le désert. Le duc a admis que son anxiété à son sujet parlait alors en sa faveur. Il a donc attendu de la rencontrer pour s'excuser. Léa a dit à Edgar qu'il pourrait sortir avec elle pour se faire pardonner. Le duc ne savait que répondre. Idis était en colère que le duc et la marquise soient si proches d'eux, mais les 2 sorciers les en empêchèrent. Le gars a répondu qu'elle aurait une dernière chance. « N'oubliez pas, il y a notre espion dans leur rang. Alors, le moment venu, essayez de ne pas vous tromper, » dit l'archiduc Jean à la sorcière. Le prince Kane s'assit au-dessus du lit d'Edgar et gémit qu'il ne pouvait pas mourir ainsi. Le gars a admis qu'il ne pouvait pas vivre sans son meilleur ami. De plus, les actions de l'archiduc deviennent de plus en plus étranges.
et il a ajouté qu'il ne pouvait pas quitter ce monde sans sortir avec le commandant Laurelia. Edgar s'est réveillé et a dit qu'il devait rentrer chez lui. Ensuite, il a demandé ce que le prince voulait dire par les actions étranges de l'archiduc, s'il était devenu plus fort. Kane a répondu qu'au contraire, il ne faisait absolument rien. Il est simplement devenu un reclus, tout comme à l'époque, il y a 15 ans. Ensuite, ils ont tenté d'empoisonner son père, l'empereur, et l'archiduc précédent est également devenu un reclus avant le dernier incident. Edgar posa sa main sur l'épaule du prince et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il le protégerait comme il l'avait fait alors. À ce moment, Léa regarda dans leur chambre. Elle est venue rendre visite au duc Edgar. La jeune fille lui a demandé comment il se sentait. Le duc a admis qu'il allait bien uniquement grâce à elle. Après tout, si elle n'était pas arrivée à temps, il serait probablement mort. Léa lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de le remercier. Et en plus, elle était contente de rencontrer Belle dans le désert rouge. Le gars a demandé de quoi elle parlait à propos de leur rendez-vous. Léa a admis qu'à ce moment-là, elle était submergée par les émotions et avait dit beaucoup de choses inutiles. Elle lui a demandé d'oublier ça. Après tout, il est duc et elle est marquise. Et chacun d'eux a son propre destin, ils ne peuvent donc toujours pas se fiancer. Edgar a demandé ce qui se passerait s'il abandonnait son titre. Le duc demanda à nouveau à Léa si elle lui donnerait une chance d'être ses compagnons dans ce cas. La marquise a répondu qu'au lieu d'un rendez-vous, elle souhaitait l'inviter chez elle. Son frère Belle les attendait chez Léa. Il a montré la boîte au duc à la demande de Léa. Edgar a dit que c'était juste une boîte précieuse. Et Balforce lui a expliqué que cette boîte est une boîte aux lettres les reliant à un monde parallèle. Léa a confirmé les propos de son frère. Elle savait que c'était difficile à croire. Mais c'est pourquoi elle a appelé le duc ici pour tout lui expliquer. Léa a remis à Edgar toutes les lettres de Léa provenant d'un autre monde. Le duc lut les lettres, mais ne parvint pas à croire à l'existence de mondes parallèles. Belle lui a dit qu'ils étaient désormais activement étudiés dans la tour magique, et les magiciens tentent de trouver un moyen de les contacter. Le gars a ajouté que cette boîte les connecte à un monde parallèle et qu'il doit découvrir comment cela s'est produit. Edgar remarqua à quel point la boîte commençait à briller. Il l'ouvrit et vit que la lettre était bien arrivée. Dans la lettre, une autre Léa demandait d'être prudente lors de l'anniversaire du prince. Après tout, dans son monde, de nombreuses personnes ont perdu la vie cette nuit-là, même la princesse Michelle. Et quand le soleil se lèvera, beaucoup perdront la tête, y compris l'instigateur de cette émeute. L'archiduc Jean est exécuté publiquement. Le duc Edgar a lu tout cela et ne savait pas comment y réagir. Léa lui a demandé de leur faire confiance, ainsi qu'à cette fille d'un autre monde. Après tout, c'est elle qui a parlé des criminels dans le désert. La marquise voulait qu'Edgar la croie. Le gars a répondu qu'il la croyait, peu importe ce qu'elle disait. Cependant, le duc a déclaré à Léa et Belle qu'il serait difficile de signaler l'émeute sur la seule base de lettres. Il a suggéré de recueillir davantage de preuves avant d'en informer le prince. Edgar a également ajouté qu'il devait en apprendre davantage sur ses magiciens. Léa lui a dit qu'elle avait une idée à ce sujet. Elle se souvenait de la puissance des magiciens lorsqu'elle combattait la chimère. Par conséquent, Léa a demandé si le duc pouvait l'entraîner à utiliser l'aura. Le duc accepta avec plaisir, ajoutant qu'il souhaitait lui-même poser des questions à ce sujet. Pendant qu'ils parlèrent dans la pièce, une chimère vola par la fenêtre. La princesse Michelle était heureuse que Léa voie le duc Edgar seul tous les jours. Katie a dit que ce serait juste un entraînement. Léa a confirmé les propos de Katie concernant la formation et a ajouté que Belle y serait également présente. Katie a demandé à Léa s'ils s'entraînaient tous les trois ensemble. Michelle a recommencé à parler de l'opportunité pour Léa de se rapprocher du duc. Après tout, elle sera en contact physique avec elle, et ce sera l'occasion de découvrir ce que ressentira son cœur. S'il commence à marteler très, très fort au contact de sa main, alors elle comprendra immédiatement que c'est de l'amour. Edgar tenait la main de l'épée de Léa tout en se tenant derrière elle et dit que si elle pouvait renforcer l'aura autour de son épée, elle serait capable de la contrôler librement. Léa faillit s'évanouir sous son contact et Edgar la rattrapa. À ce moment-là, ils remarquèrent un magicien chevauchant une grande chimère. Le magicien leur demanda où se trouvait Belforce. Le gars a admis que selon les informations dont il dispose, Balforce devrait être ici. Nex pointa vers eux sa chimère à 3 têtes et lui ordonna de les piétiner. Edgar a crié à Léa que même couper les articulations n'avait aucun effet. Ils remarquèrent que la régénération de cette chimère était bien meilleure qu'avant. La marquise lui cria qu'elle croyait qu'il fallait porter un coup fatal. Pendant la bataille avec la chimère, Léa a remarqué que la nounou sortait en courant de la maison. Elle a crié à la nounou d'aller à Balforce. Mais la nounou lui a dit qu'elle était là parce que Belle avait disparu. Nana a envoyé un message à ce sujet.
Nax a déclaré qu'il semblait que la femme avait décidé de faire les choses à sa manière. Léa a demandé ce que cela signifiait. La marquise fut distraite et la chimère l'attaqua. Le duc Edgar s'est mis en colère et a coupé un membre de la chimère. Nax était contrarié que le duc ait à nouveau attaqué sa création et a déclaré qu'il ne lui pardonnerait pas cela. Alors qu'il se battait, Léa pensait que si les choses continuaient ainsi, ce serait une bataille d'usure. Mais lorsque l'appelant est distrait, des opportunités se présentent. Le magicien se concentre désormais sur Sir Edgar. Et si elle parvient à renforcer l'aura autour du ballon, elle pourra alors l'utiliser plus librement. Il suffisait d'un coup fatal et elle le portait. Nax ne pouvait pas croire que la marquise avait tué sa meilleure et sa plus puissante création. Léa l'a attrapé à la gorge et lui a demandé où était son frère. Il a dit qu'il ne savait pas, et il a ajouté que c'était son frère qui l'avait forcé à faire tout cela, et l'attaque contre ses parents aussi. Mais Léa a dit qu'elle savait qu'il mentait, et c'est lui qui a tué ses parents. Nax a juré qu'il ne faisait que suivre les instructions et que le commanditaire était Belleforce. Soudain, de loin, quelqu'un a dirigé sa magie sur Nax et il a disparu. Edgar a dit à Léa que la première chose à faire était d'examiner sa blessure, puis tout le reste. Debout dans le hall, parmi les miroirs, l'archiduc Jean a déclaré qu'il aimerait commencer par une bonne nouvelle. Ils réussirent finalement à capturer Belleforce Vandeville. Il a dit à toutes les personnes présentes dans les miroirs que cela s'était produit grâce à Maître Katie. Une fois la réunion terminée, Nax et Idis sortirent du miroir en direction de l'archiduc. Jean a demandé au magicien combien de temps il le décevrait. Nax répondit qu'ils étaient trop forts, à tel point que même si vous attaquez ensemble, vous ne gagnerez pas. Idis a demandé à Nax s'il avait vraiment oublié ce qui s'était passé il y a 15 ans. Elle a dit qu'il devait croire au monde libre que l'archiduc créerait. Elles seront alors libérées de la magie et pourront quitter ce malheureux désert rouge et ne plus se cacher de tout le monde dans l'Empire. L'archiduc Jean a demandé s'ils allaient échouer cette fois. Katie a répondu comment ils pourraient montrer leur force s'ils continuaient à faire des erreurs. Jean a demandé à Maître Katie de leur expliquer leur prochain plan d'action. Le magicien a déclaré que dans 3 jours, elle envisageait de tendre un piège à la marquise. Elle dira qu'elle a trouvé des indices indiquant que Belleforce est dans le désert rouge et qu'elle n'y enverra que la marquise. Et là, ils devront s'en occuper. Erguth Surseg a aimé son plan et a dit à Nax et Idis que c'était leur dernière chance et son dernier avertissement, et qu'ils ne pardonneraient plus d'erreur. Katie a informé Léa que la trace de Belleforce avait été retrouvée. Léa a demandé si tout allait bien avec son frère. La magicienne a répondu qu'elle n'en était pas tout à fait sûre et qu'elle devait donc vérifier quelque chose. La jeune fille a ajouté que la dernière fois que sa signature magique avait été vue, c'était dans le désert rouge. L'Aurélia sauta immédiatement de table et annonça qu'elle y irait. Edgar a insisté pour qu'il l'accompagne, mais Léa a dit qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. Et la magicienne Katie a insisté pour que le duc reste ici pour protéger le palais. Léa demanda à Sir Edgar de ne pas s'inquiéter, car Nana et ses 2 adjoints seraient avec elle. Le duc céda et déclara qu'il informerait son Altesse de cette situation. La magicienne Katie entra dans son laboratoire et se dirigea vers le miroir. Elle dit à la silhouette dans le miroir que le piège était tendu comme prévu. Dans 1 semaine, le commandant L'Aurélia partira pour le désert. Katie a dit que Nana pourrait accompagner Léa, mais qu'elle utiliserait la magie pour se donner un avantage. Le commandant L'Aurélia sortit du miroir et dit à la mage Katie qu'ils avaient réalisé qu'elle était une espionne pour l'archiduc. Le duc Edgar, le prince Kane et Nana entrèrent dans la pièce. Nana a dit que l'opération s'était parfaitement déroulée et que sa magie fonctionnait parfaitement, et les intuitions de la marquise et du duc Edgar étaient exactes. Le duc Edgar a dit à Katie qu'elle était dans un piège magique sûr, et ils doivent parvenir à un accord, car sa vie et celle de sa sœur, la princesse Michelle, sont en jeu. Léa a pointé une épée sur la jeune fille et lui a demandé où était son frère. Quelques jours auparavant, ils avaient tout raconté au prince Kane. Ils se rendirent compte que c'était Katie qui avait tout rapporté à l'archiduc. Lorsque la magicienne Katie a quitté son laboratoire, la pièce a été vérifiée à la recherche de traces de sa magie. Et une marque à peine perceptible est restée sur le miroir. C'est ainsi qu'ils ont réalisé qu'il s'agissait de magie de l'ombre. Par conséquent, Léa a de nouveau demandé à Katie où se trouvait Belleforce et a dirigé un flux de sa magie vers elle. Katie le rendit avec de la magie dirigée vers le miroir, et Belle tomba du miroir sur le sol. Nana se précipita à ses côtés pour s'occuper de son amie. Et Léa a dit à Katie tout ce qu'il savait sur la nuit où sa sœur, la princesse Michelle, pourrait mourir. Et à propos de la boîte magique aussi. Le prince Kane a dit à Katie que puisqu'elle était déjà au courant du soulèvement, elle devrait choisir le bon côté.
Léa a demandé à la fille pourquoi elle avait fait ça. Katie a dit que c'était à cause du titre. Quoi qu'elle fasse pour prouver ses compétences, cela n'a aucun sens. Même le fait qu'elle soit devenue un maître. Même si elle est une archimage, on l'appelle toujours une princesse. Et Michelle est la princesse héritière, mais son mari ne lui rend jamais visite. En personne, tout le monde les admire et les traite comme des princesses d'un autre pays, mais tout le monde sait la vérité. Ce ne sont que des otages. La jeune fille a déclaré que l'archiduc avait promis qu'il serait traité avec tout le respect qu'il mérite. Le duc fut surpris par ce qu'elle vérifia pour lui. Edgar lui a demandé si elle pensait vraiment que l'archiduc tiendrait sa promesse. Après tout, son père a organisé un soulèvement il y a 15 ans, mais Jean a pu s'en sortir. Le duc a ajouté que si Jean avait vraiment voulu prendre soin d'eux, il n'aurait pas permis à la princesse Michelle de mourir. Katie ne voulait pas y croire. Le prince Kane s'est approché d'elle et lui a dit qu'il était vraiment désolé. Il s'est excusé de ne pas avoir prêté attention à leurs problèmes avec la princesse Michelle. Le prince a promis de les aider si elle aidait à empêcher une émeute. Il a demandé à nouveau si Katie voulait les aider, mais elle est restée silencieuse et des larmes coulaient sur ses joues. Edgar a dit à Léa qu'il était heureux que son frère aille bien et qu'ils aient pu lui épargner de précieuses larmes. Il a ensuite ajouté qu'il aurait vraiment souhaité qu'il trouve Balforce plus tôt. Léa a répondu qu'il pourrait se racheter en devenant son partenaire pendant les vacances. Edgar était heureux parce qu'il le voulait, et le gars serra Léa dans ses bras, la serrant fort contre lui. La magicienne Katie a dit à la princesse Michelle qu'elle devait faire attention et s'assurer d'emporter avec elle l'épingle papillon qu'elle lui avait donnée. Katie a jeté un sort de protection sur l'épingle. La princesse Michelle s'inquiétait de savoir si sa sœur disposait de l'équipement nécessaire pour se protéger. La jeune fille a répondu qu'elle partirait maintenant pendant un moment et qu'elle reviendrait ensuite plus près du début de la célébration de l'anniversaire de son Altesse. Michelle a demandé à sa sœur de faire attention. Michelle a commencé à pleurer et a dit qu'elle ne survivrait pas si quelque chose arrivait à sa sœur. Le prince Kane la rassura et lui tendit un mouchoir. Il a dit que Katie allait justement à la tour magique avec Nana. Et d'après ce qu'il a vu, les compétences de sa sœur, comme celles de Nana, étaient plutôt bonnes. Par conséquent, le prince a encore une fois demandé à Michelle d'arrêter de pleurer et de ne pas s'inquiéter, car elle est beaucoup plus belle lorsqu'elle sourit. La jeune fille fondit à ces mots. Léa et Edgar se sont rencontrés pour une promenade dans la ville. Ils ont visité divers endroits et cafés intéressants et se sont bien amusés. Ensuite, le duc a dit qu'il avait préparé quelque chose pour elle. Ils entrèrent dans le studio et furent accueillis par le propriétaire. Elle a dit que la robe de l'Aurélia était déjà prête. Il a été réalisé sur ordre spécial du duc. Il s'est avéré que le duc a donné l'ordre de coudre une robe qui ne gêne pas les mouvements et a même fourni un dessin approximatif. Le duc lui murmura que c'était pour le combat. Il a également demandé d'utiliser uniquement des matériaux de haute qualité. Le propriétaire du studio a suggéré à Léa de l'essayer dès maintenant. Léa était magnifique dans cette robe bleue moelleuse. La propriétaire lui a dit que la robe avait été cousue de manière à ce que le bord inférieur puisse être arraché. Les talons des chaussures ont été élargis, notamment pour les rendre plus stables. Le propriétaire a également mentionné qu'il ajouterait une armure au corset. Le duc l'a remercié pour son excellent travail. Edgar a embrassé la main de Léa et a dit qu'elle brillerait plus fort et plus belle que quiconque ce jour-là. La marquise regarda le duc avec un sourire. Le lendemain, Léa était en retard à l'entraînement du duc car elle avait surpris les chevaliers qui la suivaient. Elle apporta et montra à Edgar l'appareil d'écoute. La marquise demanda au duc s'il en savait quelque chose. Edgar a dit qu'il avait demandé à son Altesse de ne pas faire cela. Léa pensait que le prince ne lui faisait pas confiance. Mais Edgar a admis que les écoutes téléphoniques avaient été installées parce qu'il avait des sentiments pour elle et que le prince voulait les aider à se rapprocher. Léa se tourna brusquement pour partir et dit qu'elle reportait l'entraînement à demain. Mais le duc lui attrapa la main et lui demanda de l'écouter, car si ce n'est pas maintenant, alors quand? Edgar a dit à Léa qu'il était amoureux d'elle. Et il a promis de veiller à ce qu'elle voie en lui non seulement un duc ou le commandant du 1er bataillon, mais aussi un homme. Alors que Léa était assise dans sa chambre, elle ouvrit la boîte et lut une lettre de l'autre Léa. Là, elle a demandé comment s'était passé son rendez-vous avec le duc Edgar. La jeune fille a écrit qu'elle était heureuse que tout se passe bien pour eux. Elle a révélé que ses fiançailles avec le duc dans son monde étaient l'idée de ses parents. Mais après avoir passé du temps ensemble, le duc lui a demandé si elle voulait l'épouser. Et sinon, il annulera les fiançailles, quels que soient les enjeux. Par conséquent, l'autre Léa croit que leur mariage est basé sur l'amour. Léa, lisant la lettre, se souvint de la façon dont Edgar avait juré de devenir son épée,
puis de la façon dont il lui avait avoué son amour. Elle réalisa qu'elle voulait le voir de toute urgence et courut vers Sir Edgar. Léa courut dans la salle d'entraînement où le duc s'entraînait et se jeta dans ses bras. Le duc demanda ce qui s'était passé et la marquise le remercia pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Elle a admis qu'elle était jalouse de la vie heureuse de Léa venue d'un autre monde. Après tout, ses parents vivent là-bas et elle n'a pas eu à subir tout ce qui s'est passé. Et elle vit tranquillement comme une duchesse. La duchesse qui a absolument tout ce dont elle a besoin. Léa a dit qu'il lui semblait que sa vie, comparée à celle-là, était si misérable. Mais grâce à cette enquête avec lui, elle a réalisé quelque chose. Même si ses parents ne sont plus en vie, les gens la soutiennent et elle n'est pas seule. La princesse Michelle et le prince Kane la traitent tous comme un chevalier. Et en plus de tout le reste, ils voient en elle non seulement un chevalier ou une femme, mais aussi son vrai moi. Tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle ne fait pas et quels que soient les vêtements qu'elle ne porte pas. Léa a admis que sa gentillesse l'avait touchée, et elle ne l'a même pas remarqué au début. Elle lui a alors demandé pardon de s'être enfuie. La marquise dit au duc que s'il était intéressé, sa réponse était « Oui ». Cela signifie qu'elle prendra également soin de lui. Edgar était content. Le gars l'a gentiment embrassé sur le nez et Léa a promis de l'appeler Eddie. Edgar a accompagné Léa au domaine et ils ont convenu de se retrouver demain pour déjeuner ensemble. Léa s'est réveillée au soleil du matin et s'est habillée pour une promenade avec Eddie. Mais pour une raison quelconque, il n'était pas là. Alors, avec le soleil couchant, elle l'attendit toute la journée. Le matin, Edgar était sur le point de quitter sa chambre lorsque sa mère, la duchesse Anna, l'arrêta dans le couloir. Elle lui dit quelque chose de choquant, ce qui le fit retourner dans sa chambre. Les gens du miroir ont dit qu'ils devaient trouver une autre opportunité. Puisqu'ils connaissent probablement déjà toutes les informations, ils doivent changer de stratégie. L'archiduc répondit que seule la magicienne Katie avait disparu. L'homme dans le miroir était indigné que ce soit précisément la raison de son inquiétude. Edgy a brisé ce miroir. Il a dit à tout le monde qu'ils avaient peur et leur a demandé s'ils espéraient même que leurs bonnes intentions se réaliseraient. Mais tout le monde restait silencieux. Le gars a poursuivi en disant qu'il n'avait perdu qu'une seule princesse, qui de plus était une otage, et une autre personne peut être mise à sa place au ministère de la magie. Mais dans les miroirs, il s'indignait que l'ennemi soupçonnait déjà quelque chose. Il faut donc diffuser de fausses informations et ensuite porter le coup fatal. L'archiduc leur rappela qu'il avait un atout dans sa manche qui pourrait facilement les briser. Il a donc ordonné à chacun de faire ce qui lui était demandé. Lorsqu'il ne resta plus qu'Eddie et Nex avec lui, Jean leur demanda ce qu'ils savaient sur l'endroit où se trouvait Katie. Eddie a supposé qu'elle était une tour magique. En partant, l'archiduc a déclaré qu'il leur couperait la tête si tout allait mal. Eddie a giflé Nex au visage, ajoutant qu'il devrait faire plus d'efforts, car elle n'avait pas besoin d'un amant aussi faible. L'Aurélia est venue elle-même au bureau d'Edgar. Mais il ne lui a pas parlé, il a juste marmonné qu'il était occupé. Elle a dit avoir reçu une lettre disant que la robe était prête. Léa a claqué la porte du bureau et s'est enfuie, tandis qu'Eddie serrait ses papiers avec colère et ressentiment. Il voulait vraiment être avec Léa, mais il se souvenait des paroles de sa mère. La duchesse l'informa que leur famille ne pouvait pas s'unir, car son père était le criminel dans l'accident des parents de la marquise de Ville. Eddie a demandé ce que tout cela signifiait. La duchesse Anna a dit à son fils qu'elle-même n'en était pas au courant depuis longtemps. Très probablement, le père a conclu une alliance avec l'archiduc. Cela s'est produit il y a 3 ans. Lorsque Jean apprit que la marquise de Ville avait conclu une alliance avec le prince Caïn, il organisa un complot. Edgar détestait son père pour ça, parce qu'il savait et ne lui a pas tout dit. Il renonça à son titre de duc après les funérailles de la marquise, mais aurait dû l'avouer et demander à se repentir. Et maintenant, Eddie se souvenait des paroles de Léa selon lesquelles elle prendrait soin de lui, que sa gentillesse la touchait. Et que lui dit-elle maintenant? « Comment pourriez-vous, Sir Edgar ?» L'Aurélia est venue au studio pour acheter une robe. L'hôtesse était heureuse de la voir et lui annonçait toutes les robes populaires. Elle a ajouté que le costume du duc serait également excellent. Lorsque l'hôtesse s'est rendue chez un autre client, la marquise a remarqué une fille familière vêtue d'une robe. C'était Ignis, le mage le plus puissant du désert rouge. La fille a dit qu'elle venait juste de choisir une robe. Comme exprès, Ignis a mentionné dans la conversation qu'elle avait tué les parents de la marquise. Léa a sorti l'épée, mais y a réfléchi à temps et l'a cachée. Après tout, il y avait beaucoup de monde et ce n'était pas l'endroit le plus approprié pour une confrontation. L'Aurélia lui a dit au revoir et a voulu partir. Mais Ignis lui a demandé si elle pensait vraiment que le prince héritier pourrait la protéger jusqu'à la toute fin. Et elle a ajouté que puisqu'il ne pouvait pas protéger ses parents,
Il ne pouvait pas non plus la protéger. Léa a demandé au propriétaire du studio de les laisser seuls avec cette fille. Idis a commencé à dire quelque chose à Léa à propos de ses parents et du prince héritier, mais Léa a mis son épée sous sa gorge et a dit qu'elle pourrait la traduire en justice pour avoir insulté la famille impériale. Le commandant Laurelia a rappelé qu'elle était un chevalier de la famille impériale et qu'il était de son devoir de protéger l'honneur de l'empereur et du prince héritier. Léa rangea l'épée et dit qu'elle lui pardonne. Après tout, elle n'est qu'un pion dans ce jeu. Idis a été indignée par cette phrase, et Léa a dit qu'elle s'était renseignée à son sujet. Elle est la seule fille survivante d'une famille de traîtres. Rangis Portia est une traîtresse dont la vie était protégée par une tour de magie, la même tour où elle s'est enfuie par amour. Une magicienne malheureuse qui a choisi l'amour, c'est ce qu'on dit d'elle. La fille a répondu que Léa pensait qu'elle était spéciale. Mais en réalité, il n'est que le petit chien du prince héritier. Et parce qu'elle a cette aura stupide, tout le monde la traite comme si elle avait fait quelque chose de grand. Ignis a crié à Léa de ne pas se tromper. Après tout, au fond, elle n'est personne. Et elle ne pouvait même pas protéger ses parents. Soudain, le duc Edgar apparut et ordonna de ne pas parler ainsi à la marquise. Il ajouta que la marquise de Ville n'était pas une de ces femmes dont on pouvait parler avec tant de légèreté. Léa était heureuse de le voir et lui a demandé comment il s'était retrouvé ici. Le duc répondit qu'il voulait la voir rapidement, mais qu'ils en discuteraient plus tard. Et maintenant, il demanda à Léa de préparer son épée. Lorsqu'ils combattirent Ignis, elle sentit qu'elle perdait son pouvoir et en voulait à Nax. La fille a dit au revoir à Léa et lui a dit qu'ils se reverraient. Après sa disparition, ils sont sortis. Eddie a serré Léa dans ses bras et lui a demandé pardon de ne pas l'avoir immédiatement accompagnée au studio. Pourtant, il ne pouvait pas la laisser partir. Ignis était très en colère contre Nex parce que les choses n'allaient pas pour eux. Le gars lui a suggéré de tout arrêter et de vivre comme avant. Mais la fille a répondu qu'il lui avait tout pris et qu'elle n'allait pas abandonner. Elle ôta son gant et Nex réalisa ce que son amant faisait. La jeune fille lui prit la main et lui dit qu'elle préférait l'abandonner plutôt que de se venger. Désormais, son mana n'était pas épuisé par sa main. Cela signifiait qu'elle ne l'aimait plus. Nex se souvenait de son enfance, de la façon dont les gars se moquèrent de lui. Ils prirent sa petite créature, une chimère, pour se moquer de lui. Mais la magie de quelqu'un a sauvé son bébé de la mort. Et il l'a remarqué, Ignis, celle qui est restée seule car toute sa famille a été exécutée. Ignis était protégée par la tour. Elle était donc la seule à avoir survécu. En sauvant l'oiseau, la jeune fille a blessé la main de l'homme qui avait pris la chimère. Il cria que son père avait empoisonné l'archiduc et le prince héritier. Et il a ajouté qu'elle avait de la chance qu'elle et sa famille n'aient pas été punis. Les gars sont partis, effrayés par elle. La jeune fille a donné l'oiseau à Nex et lui a dit d'en prendre soin et de le protéger s'il lui était si cher. Ignis a ajouté qu'il vaut mieux tuer d'abord que de laisser mourir ses proches. Nex a pleuré et a supplié Ignis de ne pas le quitter, disant qu'il ferait tout et tout réparerait. Mais elle a répondu qu'il n'y avait tout simplement plus de place pour lui dans son cœur et qu'il était rempli de vengeance. Le prince Kane fut horrifié de voir la liste des alliés de l'archiduc. Ils étaient bien plus nombreux qu'il ne le pensait, et il fut même surpris d'y voir des noms familiers. Il a demandé au duc Edgar ce qui n'allait pas avec l'armée. Le duc répondit qu'il ne pouvait ne faire appel qu'à de petits détachements, afin de ne pas éveiller les soupçons de l'archiduc. Par conséquent, une partie du détachement entrera secrètement dans le banquet et sera à l'avant-garde de la bataille. Le prince rappela qu'il ne faudrait attaquer qu'à la toute fin. Ce n'est que lorsque leurs ennemis leur mettront le couteau sous la gorge qu'il sera possible de tout prouver. Il a ajouté que ce soulèvement devait absolument avoir lieu. Balforce a demandé à son Altesse pourquoi l'archiduc Jean s'était associé à Ignis si son père, le vicomte Portia, avait renvoyé son père, l'ancien archiduc. Le prince répondit que c'était parce qu'ils avaient un ennemi commun. La famille royale a détruit toute la famille Portia et l'archiduc a soif de pouvoir. Kane a raconté un incident dont personne n'était au courant. Il y a 15 ans, le jour de son anniversaire, le précédent archiduc préparait lui-même le poison qui l'a tué. Le père de Jean a donné au vicomte Portia une bouteille de poison et lui a dit d'en ajouter 2 gouttes au prince héritier, puis il mourrait la nuit et personne ne se douterait de rien. Le vicomte dit que l'empereur était gentil avec lui et ne devinerait rien. Ceux qui ont découvert leur projet étaient les petites Léa et Eddie. Ils jouèrent dans la pièce et entendirent une conversation. Les hommes ont attaché les enfants dans la pièce. Ils discutèrent de l'empoisonnement du prince et de l'effacement des souvenirs des enfants à l'aide de la magie, et les enfermant dans la pièce, ils partirent en vacances. Le vicomte Portia salua l'empereur et offrit au prince un cadeau sous la forme d'une bouteille de boisson venue de l'Est.
Cain rêvait de cette boisson, mais il voulait la partager avec Jean. L'homme a dit au prince qu'il était impoli de partager son cadeau, car l'invité pourrait penser qu'il ne l'aimait pas. Puis Cain porta le verre de boisson à ses lèvres. À ce moment-là, Edgar a couru dans la salle et a crié que la boisson avait été envoyée et que le prince mourrait ce soir. L'archiduc comprit que c'était la fin pour lui et sa famille. Il sortit la bouteille de sa poche et but tout son contenu, disant à son fils qu'il devait monter sur le trône. L'empereur demanda au vicomte si cela était vrai. Le vicomte a tout nié, et Edgar a crié qu'une autre personne était derrière cela. Mais à ce moment-là, l'archiduc tomba mort au sol, et tout le monde se précipita vers lui. Le petit Jean pleurait sur le corps sans vie de son père. L'empereur apprit que le verre du prince contenait du poison qui tua l'archiduc, mais le criminel était déjà mort. Par conséquent, il a exécuté tous les membres de la famille Porcia. Ignis était le seul survivant et les enfants continuent souvent le travail de leurs parents. Le soulèvement doit donc avoir lieu, et ils doivent le supprimer. Léa admirait le courage et la bravoure du jeune Edgar. Cain était reconnaissant envers son ami de l'avoir sauvé, et à partir de ce jour, il ne l'a jamais quitté. Le prince serra le duc dans ses bras, qui lui demanda de le laisser partir et ajouta qu'il appartenait désormais à une autre personne. Balforce a demandé si le duc avait trouvé un compagnon. Le gars a dit que, quelle qu'elle soit, elle avait beaucoup de chances de rencontrer une personne aussi merveilleuse que lui. Et elle doit aussi être une bonne personne. Ensuite, Belle a demandé s'il connaissait cette fille. Lorsqu'ils lui ont dit qu'il s'agissait de Léa, son visage a immédiatement changé. Il était bouleversé et n'arrivait pas à y croire. Le prince Cain lui a demandé pourquoi il n'était pas content pour sa sœur, car lui-même venait de dire que le duc était la personne la plus merveilleuse du monde. Belle a répondu que c'était pour quelqu'un d'autre. Il demanda à sa sœur et au duc ce qu'il adviendrait de leur titre. S'ils s'entraînaient, quelqu'un devrait renoncer au titre, et leur famille a enduré tant de choses pour le conserver. Balforce craignait de n'être qu'un magicien qui ne pouvait pas avoir d'héritier. Et si Léa refuse le titre, alors leur famille disparaîtra. Sir Edgar a déclaré qu'il refuserait. Le duc répéta encore une fois que s'il renonçait au titre, rien de tel ne se produirait. Cain a demandé à son ami de ne pas faire de promesses aussi hâtives. Mais le duc Edgar a insisté sur sa décision. Léa a dit qu'ils en discuteraient plus tard, car il y a aussi sa mère, la duchesse Anna. Le domestique leur apporta une lettre. La lettre indiquait que la duchesse Anne invitait les commandants Edgar et Laurelia dans sa résidence. Tout le monde a été surpris par ce message. Au dîner, la duchesse Anne a demandé à la marquise et à son fils s'ils sortaient ensemble. Personne ne répondit, mais elle connaissait déjà la réponse. Elle lui a ensuite demandé s'ils avaient pensé à se marier. Ils restèrent silencieux. Elle leur a ensuite demandé ce qu'ils comptaient faire de leur titre. Edgar a répondu avec insistance qu'il envisageait d'abandonner son titre, puisque le commandant Laurelia est l'unique héritier. Son frère Lloyd est digne de devenir duc, leur lignée continuera donc. Léa a dit à la duchesse que rien n'avait encore été décidé et qu'il fallait en discuter. Mais la duchesse demanda à nouveau à Edgar s'il en était sûr. Elle était d'accord avec la décision de son fils, ce qui a beaucoup surpris tout le monde. Il lui a demandé pourquoi elle ne l'en avait pas dissuadé. La duchesse Anne a répondu que cela ne servait à rien et que s'il parvenait à une telle décision, alors elle était bien réfléchie. De plus, elle a ajouté qu'elle aimait beaucoup Léa. Elle a pris Léa par la main et lui a dit qu'à sa naissance, elle et sa mère pensèrent qu'un ange leur était venu du ciel. La duchesse a admis qu'elle était jalouse de son amie, et Anna a dit à sa mère qu'elle voulait que Léa fasse partie de sa famille. Mais maman a toujours refusé de laisser sa fille trouver l'amour par elle-même. Léa se mit à pleurer à ces mots, et la duchesse lui mit à la main un bracelet qui lui avait été transmis par sa belle-mère et demanda si Léa l'accepterait comme sa belle-fille. La jeune fille a remercié la duchesse pour tout et ils se sont embrassés. Après que la marquise soit rentrée chez elle, Eddie a demandé à sa mère pourquoi elle était si gentille avec Léa. Edgar lui a demandé quelles étaient ses intentions. Maman a été offensée par lui parce que tout ce qu'elle a dit à Léa était vrai, mais elle s'inquiétait de l'erreur de son père, qui était devenue l'erreur de leur famille. Et maintenant, elle décida de chérir cette fille autant que leur péché était en grand. Pour revoir la marquise et la marquise, demandez-leur pardon, car elle a essayé pour leur fille. Edgar, je jure sur l'honneur de notre famille que je ferai tout pour que Léa soit toujours heureuse. Peux-tu faire la même chose, Eddie? A demandé maman. Le gars a répondu qu'il ferait tout pour la rendre heureuse. À ce moment, Nex arrêta la voiture de Léa. Elle descendit de la voiture et il s'approcha d'elle en serrant les poings. Le gars s'est tombé à genoux et a demandé grâce. Il a dit qu'Ignis l'avait quitté parce qu'il voulait l'arrêter et arrêter de se venger. Nex a dit qu'Ignis est tout ce dont il a besoin et qu'il sait comment la récupérer.
Il a demandé à Léa de l'aider, car ce n'est que s'il la tue que sa bien-aimée lui reviendra. Il a dit qu'elle devrait la comprendre, car Ignis a perdu ses parents à un si jeune âge. Léa s'est mise en colère et s'est blessée au visage parce qu'il a mentionné ses parents. Elle a dit qu'elle aimerait lui trancher la gorge avec un poignard, mais que tout ne se passerait pas comme prévu. La marquise le laissa étendu par terre et rentra chez elle. Quand elle a tout raconté à Eddie, il avait peur de la laisser partir seule. Léa a répondu que tout allait bien et lui a demandé depuis combien de temps il avait commencé à avoir des sentiments pour elle. Le gars a répondu que depuis le jour même où elle est devenue commandante des chevaliers. Ensuite, il ne pouvait plus la quitter des yeux toute la journée, puis il ne pouvait plus la regarder dans les yeux et l'évitait. Eddie a demandé à Léa comment il était tombé amoureux d'elle dans un autre monde si elle n'y était pas devenue chevalier. Léa s'est également intéressée à cela et elle a écrit une autre lettre à Léa au sujet de ses fiançailles et lui a posé des questions. Léa d'un autre monde a répondu qu'elle était très heureuse pour eux et elle a révélé que son Eddie était tombé amoureux d'elle lorsqu'elle avait couru pour sauver le prince Kane lors de sa fête d'anniversaire. Cela s'est produit lorsque le vicomte Portia et l'ancien archiduc ont tenté d'envoyer le bébé prince héritier. Dès qu'Eddie a enfoncé la porte, Léa a couru et a fait tomber la vitre des mains du prince. Léa d'un autre monde a écrit que sa bien-aimée a admis que c'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux d'elle, et depuis ce temps, il chérit ses sentiments. Laurelia a lu la lettre et s'est rendu compte qu'elle avait encore une fois révélé le secret de quelqu'un, car cela ne lui était pas arrivé. Et puis, il y a 15 ans, elle n'a même pas couru après Edgar.